Une petite question facile, on va commencer avec celle-là. Monsieur Bouchard, s'il y a quelque chose qui vous dérange dans la vie, puis pour lequel vous dites, là, si j'avais la chance de changer de quoi, moi, pour le reste de ma vie, là, dans cette société-là, dans laquelle on est, une affaire, particulièrement, parce que je sais qu'il y en a probablement des dizaines, là, mais une affaire, c'est quoi que vous changeriez dans le monde dans lequel on vit? C'est drôle parce qu'il y a tellement de choses. Quand tu es indigné de plusieurs choses, tu ne sais pas laquelle choisir, là, finalement, mais elle est la plus accessible. S'il y a une chose avant de mourir, que j'aimerais voir, puis j'aimerais participer, avoir participé à changer la chose, c'est la pensée unique. Une brèche dans la pensée unique. Que je sache, quand je vais m'en aller, qu'il y a un autre discours, qu'il y a d'autres discours, que la pensée instrumentale, que la pensée technique, que la pensée efficiente et la pensée surrationnelle, la pathologie de la rationalité, soit ébranlée. C'est-à-dire que le doute se soit installé. Parce que je pense que le doute, c'est la chose qu'il faut aller chercher, le doute, la précaution, puis une sorte de sensibilité, puis d'intelligence. Une nouvelle intelligence, collectivement, on s'entend, une nouvelle intelligence se développe à partir du moment où tu te poses des questions. Actuellement, nous vivons dans un monde qui, depuis 150 ans, depuis la révolution industrielle, ne se pose aucune question quant à la mécanique des choses, je dirais. C'est devenu l'électronique des choses, c'est devenu le numérique des choses. Donc, quant au numérique des choses, alors, le principe de croissance, le principe d'avidité, le principe d'efficacité, actuellement, tu ne peux pas parler, tu peux pas, tu peux pas rien dire, tu peux pas rien dire. L'autre partie a toujours, la pensée unique a toujours la réponse, qui est l'efficacité, ça marche, c'est ça qu'on veut, puis es-tu content? Et les résultats sont là, les résultats sont là. T'en veux-tu un camion? T'en veux-tu un bon camion? Ben, j'en ai un pour toi. Ça va bien. Je peux même te le donner à toi et 3 ans. On va le renouveler avec toi et 3 ans. Puis tu n'auras même pas à le garder 8 ans. On parlait des pubs, là, mais il y en a une pub qui dit moi, j'aurais même pas à le garder 8 ans. Alors, imaginez quelqu'un comme moi qui aime garder les choses 100 ans, qui s'attache aux voitures d'amour. Moi, j'aime ma voiture d'amour. Me faire dire à la publicité, je vois que je ne suis pas dans le groupe cible, là, mais la pensée unique, qu'elle soit mieux défiée, mieux réalisée, si ça se trouvait. Parce qu'actuellement, c'est facile, la pensée unique, de toujours classifier le doute, le discours d'écologiste, le discours. Quand tu te fais traiter d'écologiste, c'est que tu as perdu. C'est que tu as déjà perdu. Quand tu te fais traiter d'intellectuel, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Puis on a entendu récemment les écologistes, les intellectuels, puis toute cette gang de mange-marde là. C'est ça que le Chicoutimi voulait dire. Ben, c'est des empêcheurs de tourner en rond. C'est des empêcheurs de progrès. Quand on a identifié l'ennemi, puis qu'on est là-dedans, mais là, on a neutralisé l'ennemi. Alors, oui, j'aimerais ça qu'on voit de nouveaux discours apparaître, qui soient des discours qui mettent en échec la pensée instrumentale. Puis ça m'amène à une deuxième question qui découle de celle-là, puis qui, je pense, est chère aux 3 personnes ici. Quel devient le rôle de l'éducation dans ça? Parce que l'éducation, vous en avez parlé, c'est fondamental. C'est quelque chose qui devrait théoriquement être puissant. Mais pour arriver à ce que vous dites, quelle sorte de rôle il faut redéfinir l'éducation? Il faut faire quoi avec ça? Il faut interagir. L'éducation, ce n'est qu'une étiquette. L'éducation, on peut la détourner. Sous le régime soviétique, l'éducation était soviétique. Sur le régime de la pensée instrumentale, l'éducation peut être instrumentale. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. On cherche... tu sais, tu vas à l'université, les universités ont été détournées. Les universités sont détournées vers la corporation. Donc, ils répondent aux besoins des corporations, ils répondent aux besoins de la société, ils répondent aux besoins de la pensée technique, ils répondent aux besoins de la croissance économique. Et finalement, tu veux former pourquoi? Tu veux former des employés, des ressources humaines. D'ailleurs, le mot le dit, tu veux employer des ressources humaines. C'est des ressources humaines que tu veux former. Si tu mets ton point sur la table et tu dis, il n'y en a pas question.
C'est pas ça, l'éducation. L'éducation, c'est une formation fondamentale. L'éducation, bon, on en a un peu parlé, mais l'éducation, c'est une formation fondamentale. C'est la création d'un humain complet, d'un humain qui peut être la pensée critique. Ça nous revient au premier point. Un humain qui sait qui se fait fourrer. Il n'y a rien de mieux qu'un humain qui est conscient. Et regarde, tu ne la passeras pas. Ta pub, tu ne la passeras pas. Ton message, tu ne la passeras pas. Ton raccourci politique, il ne passera pas. Ta phrase politique, ta cassette politique, ta mauvaise foi. Rien ne va passer. Si toute la population est bien éduquée en ce sens-là, on vient changer le monde. Ça, c'est sûr. Et c'est sûr que c'est par là que ça passe. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas d'empressement de débat public sur les contenus, parce que ça ne fait pas l'affaire du gouvernement. Je ne veux pas dire que les gouvernements sont méchants en soi. Ils sont juste... Moi, je ne dis pas qu'ils sont méchants. Ils ne se lèvent pas le matin pour être méchants. Tu sais, Stéphane Harper, il ne se lève pas le matin en disant « Je lis tout ça, là, pour la nature, puis je vais la détruire. » Pas ça. Pas ça du tout. Le gouvernement représenté par des personnes sont englués dans une sorte de paresse intellectuelle. Ils sont dans un confort. Regarde, ça marche. C'est comme ça que ça marche. Puis je ne changerai pas. C'est comme ça que ça marche. L'industrie forestière, moi, si j'étais dans un autre monde, sur une autre planète, c'est la planète haute, là, j'arrêterais tout ça demain matin. T'sais, on commence à zéro. On veut couper du bois, on est dans le bois, on veut couper du bois, pas de main. On ne fait pas ça de main. Mais là, sais-tu que ça prend... Il ne faut pas que tu sois paresseux, là, pour faire une réunion comme ça. Tu es convoqué Tambec, convoqué Résolu, convoqué tout le monde, tu es mis à la table, tu dis que c'est terminé. On fait d'autres choses. C'est pas qu'on veut pas, là. C'est pas qu'on veut du développement économique, on veut de la création de richesse, on va couper les arbres, mais on veut couper les arbres pour faire des communautés, pour créer des sociétés, pour créer une éducation, pour payer de l'éducation, pour être heureux, pour créer un monde. Parce que l'état des lieux actuellement, c'est que nous sommes victimes de notre confort et nous laissons aller. C'est pas toi qui décides de ça. On est dans l'essence, on est dans le pétrole, il n'y a personne qui décide si on est dans l'essence, on est dans le pétrole, l'essence et le pétrole est là. On est noyé d'essence et de pétrole puis de moteur à piston. C'est ça qu'on a. On est bien content. Il n'y a pas de... Quand est-ce qu'une province pourrait le faire? Je vous déclare que désormais nous sommes électriques. Dans 10 ans, il n'y aura plus un maudit moteur à piston qui va démarrer. Les moteurs, les bateaux, pour les bateaux sur les lacs, c'est électrique. Les moteurs d'auto, c'est électrique, avec des batteries qui font du 800-900 km, du 1000 km. On fait du 1000 km avant de recharge, comme dans le gaz, ou 600. Mettons qu'on atteint 600. Comme dans le gaz, puis il y a des bornes partout. Il n'y a plus un seul moteur qui marche. Tu dis ça. C'est faisable. C'est juste faisable. C'est une décision politique. Tu n'apprends pas ta maudite décision. Alors, ce qu'on est actuellement, c'est qu'on est en paralysie. Et c'est intéressant parce qu'on est en paralysie, c'est comme en anesthésie. C'est comme si on était au ralenti, puis qu'on ne peut pas bouger. Puis c'est un gros, moi je le vois comme un gros bateau, puis on est tous conscients qu'on s'en va. C'est comme le Titanic, là. Tu es tous conscients qu'on s'en va sur le glacier. Tu es conscient. Tu sais, sur la pollution, le changement d'atmosphère, 85 000 vols de gros porteurs d'avions par jour dans le ciel. Par jour, 85 000 vols. Puis il n'y a personne qui se pose la question de la pollution en haute atmosphère. Il y a un avion là, qui vole, là, ça en fait-tu du stock là, qui n'est pas supposé être là? On s'en va vers un mur. Arrêtez ça. Même si tu mets un moteur comme ça, on est paralysé. Ça va changer le jour où tu vas frapper le mur. Le jour où tu vas frapper le mur, ça va être des crises écologiques, des crises économiques. Malheureusement, l'humain est dans ce qu'il est, puis il n'a pas changé depuis des crises politiques graves. Parce que là, ça va être cher au fort la poche.
Pensez-vous qu'il y a une transition post-pétrole qui est possible? Elle n'est pas amorcée. On est en surproduction. J'ai vécu 73. D'accord. J'ai vécu 73. La fin du pétrole, la fin du pétrole. On va avoir des petits chars, on n'aura plus de chars. On va avoir des chars maringouins. On va fonctionner à l'urine, je ne sais pas, on s'en va dans l'autre chose. Pas de pétrole. 73. On n'a jamais aussi des gros véhicules qu'aujourd'hui, qui consomment autant qu'aujourd'hui. Les gens s'achètent des Hummer à Montréal, ça rue Saint-Laurent. J'essaie d'expliquer ça. Ben, c'est parce qu'il y a du pétrole partout. On devait, en 70, on parlait de perte, de pénurie. On allait épuiser les réserves, seulement. C'est pour ça qui s'est passé. On a multiplié par 100 les réserves de pétrole. On en trouve partout. Le discours politique des provinces, c'est qu'ils cherchent tout du pétrole. Si le Québec ou l'Ontario pouvaient se trouver des nappes de pétrole, on serait supportés. Alors, on n'est pas en transition, on n'est pas en... Ce que j'ai dit tantôt, qui est mon rêve, moi, le premier ministre ou d'une première ministre qui se lève et qui dit que c'est terminé, parce que nous autres, c'est électrique. C'est électrique. Puis ceux qui passent à gaz à travers chez nous vont payer une fortune. Ceux qui partent de l'Ontario, qui s'en vont au Nouveau-Brunswick, ils vont payer en tabarnouche une taxe pour passer avec un moteur. Nous autres, au Québec, on est tous électriques. Tout. On a chauffage électrique. Parce que pourquoi? De toute façon, on a investi là-dedans. De toute façon, c'est ça qu'on a fait des barrages. Puis on a de l'eau. Puis c'est ça. Mais la validité vient à l'inverse de la précaution, qui est, pourrait-on passer à autre chose? Et on n'entend rien actuellement qui nous dit, pourrait-on passer à autre chose? Parce que le sacrifice serait tel que ce serait un choc culturel. La culture de l'homo moderne, des pays occidentaux, mais surtout en Amérique, on le voit très bien, mais en Europe, c'est en train de se répandre partout. C'est le boulevard de la consommation. C'est ça qui est le point ultime de l'humanité en progrès, c'est le boulevard de consommation. C'est le boulevard, ce qu'on appelle le boulevard de la chaude saumon. Tu veux un Tim Hortons, tu veux 4 McDo, tu veux un Walmart, tu veux un Canadian Tire, tu veux des commerces, tu veux des chars, tu veux de l'asphalte, tu veux des stationnements, puis tu veux tes samedis après-midi, puis tu veux 90 000 $ par année, puis tu veux que ça dure jusqu'à la fin des temps. C'est comme projet de société, c'est assez bizarre. Je sais que je suis déprimant, là, mais quand tu introduis des valeurs hautes, c'est ça que je voulais dire tantôt. Tu sais, quand tu introduis une valeur haute, c'est-tu notre idée humaine de former des gens qui vont faire des Canadian Tire, qui vont consommer chez Costco? Regarde autour de Toronto, regarde autour de Montréal, c'est juste ça, c'est un champignon de consommation. Absolument. On est habitué, c'est juste parce qu'on est habitué de le voir qu'on dit. On est tellement habitué. Puis la standardisation fait en sorte que c'est la déculturation totale. C'est trop pareil. Tu rentres à Cleveland, c'est pareil comme rentrer à Montréal, qui est rentré à Toronto, qui est rentré à New York. C'est tout pareil, tout le temps. C'est rien de différent. Tu fermes les yeux, tu ouvres tes yeux, tu es toujours avec un Stones de McDo, tu as un Subway, puis là, tu les reconnais en plus, tu as les Burger King. Ça, c'est la bouffe. Là, tu as les concessionnaires auto. Quand tu rentres, même dans le nord, là, tu te promènes, là, tu rentres dans un village, dans la Abitibi, quand je suis rentré dans je ne sais pas laquelle, là, qui était super, c'est pas vraiment que c'est Malartic ou en tout cas, peu importe, tu rentres dans le village, ça va être tout petit, là. C'est tout petit, c'est dans le milieu de l'Abitibi. Tu as un parc de roulottes en bas. C'est des autos récréatives, des véhicules récréatifs. C'est un gros parc. Ça passe pas inaperçu. C'est ça que tu as comme entrée de la ville. Tu tournes à gauche, c'est la grosse machinerie. Tu continues, c'est la machinerie usagée. Puis là, tu rentres chez McDo, puis là, c'est concessionnaire auto de Ford. Puis là, tu as Ford, tu as Ram, tu as Ford 150. Tu sais, la bataille du Ford 150 contre la Ram, contre le cheval. Hey, t'es rendu, t'as des villages, Ram. Tu n'achètes pas de Ford. La consommation, mur à mur, puis t'es dans un village. Puis en plus, quand tu sors, il y en a un autre de l'autre bord. Tu sors avec un autre.
Puis j'exagère pas là, quand je parle, il y en a un autre qui vend des véhicules récréatifs. Qu'est-ce que tu as vu? Tu n'as pas vu de centre communautaire, tu n'as pas vu de maison, tu n'as pas d'architecture, tu n'as pas vu de construction, tu n'as pas vu de parc, tu n'as pas vu de milieu de vie. Tu n'as pas de milieu de vie, c'est tout des planchers de vente. Il n'y a aucun milieu de vie. Ce qui veut dire que toi, tu rentres dans le village, tu dis, on débâtit tout, on se reconstruit un vrai village. C'est passé pour un maudit malade. C'est pas des villages qu'on veut, c'est des annonces, puis c'est des parcs de roulotte, tu sais, ou des parcs de conservation, c'est ça, c'est ça. Alors, le poids, l'haltère est lourd à soulever. Parce que vous savez, pendant tout le temps, on a eu des sages internationaux, puis nationaux, qui ont toujours dit, martelé le clou, attention, tu sais, je pense à des gens comme Hubert Reeves, Suzuki, tu sais, des gens, puis tu les neutralises, soit en les faisant une légende, tu sais, c'est comme c'est le syndrome Pierre Falardeau, ça, tu sais. Tu deviens la caricature, du syndrome Chartrand, tu sais. Lui, Chartrand, il pouvait dire tabarnak de coraguiste, le patron de marbre, le patron, il c'est Chartrand. Mais là, quand tu viens de te neutraliser. Alors, c'est quoi la mécanique organique des combats aujourd'hui pour les changements? Ça, c'est la vraie question. J'allais dire, vous avez parlé dans la première réponse tantôt de la capacité d'indignation. Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que c'est un outil d'indignation? Est-ce que c'est le début de quelque chose ou ça mène à l'impuissance? Qu'est-ce qu'on fait avec notre indignation? Moi, je pense que la bascule, c'est l'éducation pour une indignation informée, la pensée critique. Et à ce moment-là, le point de bascule est total. Ça peut basculer complètement. Ça, c'est l'histoire qui nous l'enseigne. Une société peut, à un moment donné, mettre un pied et dire que c'est terminé. On peut changer. On peut prendre nos distances face à la consommation, réintroduire des valeurs plus intéressantes. Il y a des choses fortes là, qui, de toute façon, existent encore. L'amour de la nature, ça existe toujours. La famille, ça existe toujours. La communauté, ça existe toujours. Et c'est ça, ces valeurs-là, qui doivent reprendre du poil de la bête à travers une pensée critique informée. Donc, oui, c'est possible. Et oui, ça passe par l'éducation. Parce que la non-éducation est sans limite dans la bêtise. C'est-à-dire la mauvaise éducation sans limite dans la bêtise. Les gens qui vont, on en a parlé, les gens qui vont au djihad, là, il faut être bête en esti, là. Non, mais il faut vraiment avoir lâché le cerveau lousse, t'as lâché prise, là. Ou avoir un besoin Ouais. de participer à quoi qui... C'est bon. Non, mais c'est sûrement ça. Mais sans être capable de réfléchir. Parce que c'est une suspension du jugement totale. Or, ça me fait rire parce que la suspension du jugement, c'est ça la consommation. C'est vrai, une belle définition. C'est ça la consommation. On essaie que tu arrêtes de penser. Mais achète-la ta piscine, là. T'en as besoin. Ouais, t'en as besoin. Puis t'es malheureux sans ta piscine. Si t'as pas de piscine, je ne voudrais pas être à ta place. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je pense que ça a fait pas mal de choses. Oui. Ben, Des belles réponses, des beaux défis. ça veut dire, moi, je veux pas. C'est difficile parce que c'est facile de verser dans le pessimisme. Et surtout quand tu es indigné, j'ai raconté, moi, je suis un indigné de petit gars, là. Tu es rendu à 68 ans, tu as très sur le goût. J'ai arrêté de fumer il y a 5 ans, j'ai le goût de fumer, m'asseoir, dans la radio puis dire. Mais tu ne peux pas, comme être humain, t'en sacré. C'est pas vrai. Tu as tes enfants, tu regardes tes enfants, tes petits-enfants, tu vois le monde, et tu voudrais bien que le monde, en tout cas, règle certaines choses. Mais une observation, c'est que notre période historique est sans précédent dans ses moyens. Donc, sans précédent dans ses dangers. Les deux. C'est ça. Reeves, dans son dernier livre, là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve, quelque chose comme ça. Le titre, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Il a donné une conférence à la suite de ça que j'ai vue sur YouTube avec mes étudiants
pertinente. Si on est pessimiste, on sait ce qui va arriver. Si on est optimiste et qu'on ne fait rien, on s'en va exactement au même endroit. La seule solution que je vois, c'est d'être déterminé. Oui. Déterminé à essayer quelque chose, au moins à ne pas lâcher prise, à ne pas abandonner, à pas... Puis, oui, puis il y a aussi ce qui est bien dit, c'est que avec le péril augmente la créativité. C'est-à-dire, l'humanité a montré plusieurs fois quand même sa résilience. Et ça, c'est intéressant pour ça. C'est ce qu'on disait plus tôt. À un moment donné, tu peux mettre le pied et dire non, on peut continuer, on fait autrement. On fait autrement. Mais c'est certain que le monstre est monstrueux. Je veux dire, il y a déjà eu des destructions d'empires, mais avoir une économie mondiale comme on l'a aujourd'hui, ça n'a jamais été comme ça, fait qu'on peut pas non plus prévoir ce qui peut arriver. Ça n'a jamais été comme ça. D'ailleurs, tout le monde est un peu nerveux là-dessus, parce que ça n'a jamais été comme ça. Les politiciens, les États-nations ne contrôlent plus l'économie, mais comme pas partout. Ils ont de la misère à contrôler quoi que ce soit. Là. Non, ils sont victimes au même titre que... Il n'y a pas un pays au monde là, qui dit on va faire ça, on va faire ça. C'est l'économie qui est maître, même dans les pays communistes. Alors, on verra, là, parce que oui, il peut arriver un naufrage économique. Et là, parce que, vous savez, la partie de l'économie a une part d'irrationnel. Il y a des émotions là-dedans, sur les marchés, sur les sites. On les entend parler quand ils disent « Ah, la bourse est nerveuse, les marchés sont moins fragiles. » Et là, on se rend compte que, oui, il y a un petit jeu, là. Il pourrait y avoir une crise économique, comme en 29, il y en avait eu une, comme il y en a eu dans les années 80, mais une majeure, un blocage de tout. Bernard Arcan, à l'époque, on avait fait un lieu commun d'ailleurs là-dessus. Il disait toujours, je faisais rire quand il disait ça, il disait mais mieux que moi, mais il disait, on avait fait un lieu commun. L'économie mondiale, c'est une immense dette. Tout le monde doit de l'argent. Donc, c'est comme si la terre est hypothéquée. On fonctionne à l'hypothèque. Puis là, il disait, mais c'est qui détient la créance? Il est où? Il est nulle part. C'est rentré à l'intérieur, c'est une bulle extrêmement complexe qui fait que nous sommes. Tu sais, tu regardes Tambec, nos fonds de pension, moi j'en ai pas, là, mais j'en ai, mais c'est des économies de travailleurs autonomes, mais les fonds de pension, là, des grands fonds de pension, des grands des collectifs, des syndicats, tout ça, ils sont là-dedans, là. Tout est dans tout, là, comme dirait Gérald Duguay. Tout est dans tout. Ce qui fait que tu n'as pas de méchant, là. Tu as une bulle. Mais si c'est vrai qu'elle est hypothéquée, à un moment donné, il pourrait y avoir un rappel, là. Ça va te jamais, là. Ça veut dire que plus rien va rien. Tout d'un coup. Tout va défler. Les fonds de pension, les réserves, les économies, l'argent, les devises, tout va débarquer. De claque. Je n'ose même pas imaginer ce que ça serait, là. Ce lundi matin-là, il serait pas mal différent des autres, là. C'était d'ailleurs une des craintes en 2008. Oui. C'était une des craintes sérieuses. Parce que personne, c'est comme vous dites, personne ne sait ce qui va arriver. Et à quoi ça ressemble à l'envers comme ça. Et ça serait super. Moi, c'est pas, c'est la fiction, là, on peut dire, il va arriver ça. Mais ça pourrait arriver. C'est comme en écologie, tu sais, le climat, l'écologie, la nature. Tu peux penser que, regarde, on a des modèles, ça va comme ça, c'est comme ça. Ça peut changer, ça. Tu peux arriver d'un coup, là, très rapidement. Mon frère est docteur en géologie, il m'avait déjà expliqué que les glaciations, là, c'est arrivé beaucoup plus vite qu'on pense. C'était très, très restreint comme temps, là, pour monter des kilomètres de glace. Mais là, on pourrait faire l'inverse, se mettre en... Mais non, mais ce processus exponentiel. Puis se découvrir qu'on a passé un seuil. Tu te lèves un matin, puis là, les gens parlent des nouvelles internationales. Tabarnouche, il se passe de quoi? Tu sais, je sais pas quoi, mais quelque chose. Et on ne sait pas. Il faudrait y arriver. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est le fun, hein, au moins, d'asseoir ta sagesse. C'est impossible de faire des boîtes de Kellogg de céréales comme ça. Tu sais, de faire des emballages comme on fait, tu peux pas. Tu peux pas. C'est tout. Hey, ça.
finit bien l'entrevue. Merci beaucoup. J'ai envie de... Ah, vas-y donc, c'est ma Anthony. J'en ai envoyé une dernière hier dans l'entrevue. La dernière question que j'avais, c'était si on avait une leçon de sagesse, une petite facile, une petite leçon à laisser dans votre expérience avec votre bagage. Je sais que c'est une question folle, là, mais je prends une chance. Chaque humain, c'est intéressant parce que chaque humain est puissant en lui-même. Et il peut être délinquant, créatif et tout ça. Si tu retrouves la confiance en toi-même, pour la pensée, pour l'action, pour la vie, pour le sens que tu vas donner à la vie, si un humain le fait, l'autre humain peut le faire, l'autre humain peut le faire. Puis, là, ça peut partir en fou, cette affaire-là. Arrête du centième singe. Mais moi, c'est ce que je pense. J'en appelle à la responsabilité, à notre responsabilité personnelle. On peut en parler pour le bonheur, on peut en parler pour le reste. Être humain aujourd'hui, c'est forcément être délinquant. C'est obligatoire. Être humain, c'est être délinquant. Sinon, tu es un consommateur, tu es un client, tu es un indice, tu es un Chiffre. Un numéro d'assurance sociale, un NIP. Mais si tu veux être humain pour vrai, tu fuck le système. Merci beaucoup, M. Bouchard. Ça a été C'est moi qui vous remercie. tellement un beau. C'est moi qui vous remercie.